Alors, resituons le contexte de production. C'est une affiche qui fait partie d'une édition de l'école qui s'appelle Ne pas jeter sur la voie publique, qui est un projet qui date, je pense, depuis 2-3 ans, qui date de 3 ans, qui est en fait une sorte de commande de l'école à un étudiant. Donc chaque mois, un étudiant est chargé de réaliser une affiche à ce format et sur ce papier, en sérigraphie, en 9/7, je veux dire. Le contenu est libre. La seule chose, c'est que c'est une affiche qui est envoyée à une centaine de personnes, donc qui contient le label de l'école. C'est vraiment un projet de l'école et qui est envoyé à une centaine de personnes d'un fichier qui est fait par l'école pour la majorité des gens. Donc ça, c'est le contexte de production. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est un calendrier le protocole, donc le protocole de travail, c'était de relever toutes les journées mondiales ou internationales qui sont instituées ou reconnues par une organisation internationale. Ça, c'était un protocole un peu qui a permis d'évacuer toutes les journées plus ou moins sérieuses. Donc, il s'agit de récolter toutes ces informations, de les vérifier. Donc, c'est aussi pour ça que je parlais de la source hier. Donc, c'est une question qui était importante pour ce travail, c'est-à-dire savoir qui produit ces informations. Et donc, il s'agit de les lister dans l'ordre chronologique, en enlevant les références à une année en particulier, puisque c'est des journées qui ont lieu chaque année, en enlevant les journées variables, et en enlevant surtout les jours qui, pour le coup, n'ont pas de journée internationale, les jours non dédiés. Il y a deux mots qui m'ont frappé dans ce que vous avez dans votre présentation. C'est le mot « on ». Vous avez dit « on ». On souhaite qu'on réfléchisse sur la révolution. Mais alors, voilà, on a envie de savoir, mais qui est on? Qui est ce on? Quelle est la nature, je dirais, institutionnelle de ce on? Parce que c'est évidemment pas le même on qui décide d'une journée sur le lupus érythémateux, ou je sais pas, et puis d'une journée pour la télévision, puis d'une journée pour le Rwanda, c'est pas le même. Ouais. Et puis l'autre mot, c'est le mot événement, où là, je dirais que justement, je me demande si, en prononçant ce mot, vous n'êtes pas piégé par le on. Parce que le on veut faire de ces journées des événements. Et il me semble, mais ça c'est à discuter, que c'est exactement le contraire d'un événement. C'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui des événements le contraire de ce que c'est qu'un événement. Un événement, c'est quelque chose qui arrive tout à coup, on s'y attend pas. L'événement, c'est le génocide rwandais. La commémoration du génocide rwandais, c'est presque scandaleux dans mon esprit, hein, j'exagère un peu, mais qu'on appelle ça un événement. C'est une commémoration, donc c'est pas un événement. Mais ce qui est frappant, c'est que dans le vocabulaire publicitaire, médiatique, muséal, on appelle événement des choses qui sont... Enfin, bon, bien sûr, moi j'ai lu Deleuze parlant de l'événement, alors je me fais une certaine idée de l'événement, mais ça demande à être réfléchi. Moi je trouve très très bien de citer intégralement la façon, puis ça se termine sur la solidarité humaine, c'est pas mal. La façon dont, bon, voilà, on invente, moi aussi j'ai tout de suite pensé au calendrier de martyrs. Mais ça serait intéressant de savoir qui est le on derrière, quelle est la source, qui a décidé, à qui profitent ces journées. Je suis sûr qu'il y en a des très utiles, hein, évidemment, mais et on tomberait sur quelque chose de encore plus contrasté. Lorsqu'on va regarder la trace d'une performance,
enfin, c'est un extrait d'une performance qui s'appelle Marina Bay, et le sous-titre est Opéra théorique sur les dangers d'habiter une île volcanique. Et donc le sous-titre induit la forme de cette performance qui est une... donc là on va en voir 10 minutes, c'est une performance qui dure 1h15 et qui a eu lieu dans une exposition qui s'appelait donc Marina Bay et qui avait pour sujet central une sculpture qui était un volcan réalisé par un sculpteur qui s'appelle Grégory Kukel, que d'entre vous ici connaissent parce qu'il était étudiant à l'école. Et donc la performance était une tentative de mettre des mots sur ce volcan, c'est-à-dire de décrire d'une part quelle pouvait être la fascination que les volcans en général exerçaient sur cet artiste Grégory Kukel, mais de manière fictionnelle en prenant le volcan et l'artiste Grégory Kukel comme des figures abstraites, et d'essayer à partir de cette fascination d'essayer de tirer ou de comprendre ce que pourrait être une figure ce que pourrait représenter la figure du volcan, en essayant de démonter dans cette figure toutes les pistes, enfin pas forcément toutes les pistes possibles, mais plusieurs pistes entre ce qui pourrait être un volcan par exemple dans sa réalité physique, d'une chose qui parfois explose, qui projette de la lave et des gaz toxiques, mais aussi dans sa partie mythique, comment est-ce que un volcan est une présence aussi très forte dans des lieux comme par exemple à Naples la présence du Vésuve, ou comment est-ce que un volcan est en même temps donc une présence concrète et mythique dans des lieux où elles sont. Et la partie qu'on va voir est la fin, donc qui est une partie qui s'attache plutôt à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un volcan est une figure qui n'a rien à voir avec l'homme. Voilà, pour le dire vite, et qui représenterait une sorte de figure de l'altérité qui pose des questions complexes si on imagine vouloir vivre une histoire d'amour avec un volcan. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous ne verrons jamais. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous ne verrons jamais. Jamais je ne pourrai dire, jamais tu ne sauras voir. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous ne verrons jamais. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous ne verrons jamais. Jamais je ne pourrai dire, jamais tu ne sauras voir. Ça me fait penser à la notion de disposition dont tu parlais hier. Oui, comme si effectivement on faisait la place. D'ailleurs, ce que l'on ne voit pas dans ces images, et que dans l'espace d'exposition, cet acte-là est quand même la structure de l'expo. Et le volcan est au centre, et Benjamin donc a construit des bancs qu'on ne voit pas parce qu'ils sont occupés par le public à l'image. Et qui mettent en scène les volcans. Le regard autour du volcan ou la centralité du volcan, mais qui mettent aussi en scène la distance. La distance. Qu'on doit ou qu'on peut avoir, qu'on doit avoir pour le regarder. Mais parce que la distanciation me paraît être... Enfin, c'est un point très important qui me paraît être toujours un aller-retour entre... c'est pour ça que le mot français est bizarre, mais parce que j'ai l'impression que la simple traduction a eu des effets dans le monde du théâtre assez incroyables, mais la distanciation n'est pas prendre une distance, mais un aller-retour sans cesse entre
prendre une distance pour se rapprocher encore plus. Et je trouve qu'il y a cette question très importante d'arriver à entrevoir tout le cadre concret, toutes les structures des choses, pour rentrer encore plus en avant dedans. Et j'aime toujours... Enfin, j'ai une image d'un spectateur distancié qui serait qu'on serait assis sur un fauteuil qui serait un peu trop penché en avant, et donc pas très confortable. Donc on ne pourrait pas vraiment se concentrer sur la pièce ni s'endormir comme on le fait d'habitude au théâtre. Et en même temps on aurait l'impression d'être un peu trop près de la chose qu'on essaie d'observer. Mais je pense qu'il y a toujours cette question-là très importante chez Brecht, qu'il donne toujours l'impression de donner la clé didactique pour comprendre les choses, mais pour amener un problème qui lui est beaucoup plus complexe que la simple clé de départ didactique. Et j'aime beaucoup cette question-là, cette idée de... On peut arriver à... Enfin, c'est à partir du moment où on entrevoit le cadre qu'on peut comprendre la complexité de ce qui se joue à l'intérieur de ce cadre. Et que, par contre, cette chose-là n'est jamais nommée. La complexité de ce qui se joue à l'intérieur de ce cadre, c'est finalement la compréhension qu'on a des choses, mais c'est tout ce qui est autour, qui est mis en scène et révélé par les démonstrations. Et en fait, j'aimerais, par cette série de photomontages, revenir sur quelque chose qui a été posé hier à la conférence et aussi pendant la matinée, notamment à propos des photomontages de Raoul Haussmann. Et où il disait le montage mène à le montage d'éléments hétéroclites mène à une mise à niveau, une ressemblance. Et donc vous disiez que l'assemblage de choses qui ne se ressemblent pas est une grandeur, je ne sais plus comment vous le disiez. Mais en fait, moi, au travers des travaux que je propose, j'aimerais poser la solution inverse, en fait. Donc, au lieu que ce soit le montage qui mène à une ressemblance, à une mise à niveau, à une indifférence de différents sujets traités, et donc là ce serait plutôt que le regard d'indifférence mène au montage en fait. Et aussi pour renvoyer à l'idée de l'utilisation enfin, quand Brecht utilise les images pour faire son livre, on parlait d'utilisation factuelle de la légende et de la destination politique de l'usage du sujet. Donc là, ce que je voudrais proposer, c'est l'inverse, c'est une utilisation, c'est un travail, d'une certaine manière, éthique, photographique, mais dans la manipulation. Et par l'assemblage d'éléments qui se ressemblent. Donc en fait, pour procéder à ces travaux, j'ai mon appareil numérique. Je photographie des éléments d'échelle variable et ensuite sur ordinateur je les assemble et pour renvoyer à l'idée à Raoul Haussmann, il parle de changer ou abolir le sens habituel des signes n'est pas une fin en soi mais un acte de volonté psychomorphologique. Le détachement de la signification d'un objet sans changer sa structure. Lui, il appelle ça acte psychomorphologique. Moi, on parlait simplement de montage, quoi. Et actuellement, ces images n'ont pas vraiment d'existence papier. Et là, pour le coup, en fait, c'est des propositions virtuelles. C'est-à-dire que c'est des prises de vue d'angle, d'espace. Et donc, c'est des simulacres de présentation. Et c'est un point qui m'intéresse en fait, cette idée du simulacre de présentation, parce que c'est une deuxième étape dans le montage. Il y a une chose significative, je te coupe là. Oui, vas-y. Non.
c'est la façon dont vous avez commenté, résumé ce que j'ai dit, à mon avis, introduit un problème, une ambiguïté. Peut-être j'ai pas été assez clair. C'est-à-dire, vous avez dit, bon, alors, en effet, on met tout sur le même plan, c'est-à-dire ce qui était hiérarchiquement distinct, on le met sur le même plan, ce que Bloch appelait la forme de la revue. Mais vous avez ajouté, ce qui m'a frappé, et donc ça se ressemble. Eh bien non, je pense justement pas. L'enjeu de ce que j'essayais de dire, c'est comment mettre sur un premier plan, des choses qui sont en effet dissemblables, vraiment dissemblables. Je vais vous donner un exemple qui montre les deux aspects. C'est dans la grève de Eisenstein. Il y a à la fin, les grévistes se font descendre par l'armée. Donc on voit les grévistes qui courent et qui tombent parce qu'il fait courir ses figurants sur une pente. Donc les gens de toute façon ils tombent. C'est très très beau. Ils n'ont même pas besoin de jouer comme dans les westerns où les gens font semblant de... Là ils tombent vraiment. Et puis donc c'est un plan lointain, assez large. Et puis il y a ces plans, gros plans, documentaires, éprouvants, d'un bœuf qui se fait égorger aux abattoirs. Voilà un montage. Bon. La vision habituelle, c'est de dire, eh bien oui, c'est en fait, c'est de la propagande, c'est de la pédagogie eisensteinienne. Le peuple est égorgé, on envoie le peuple aux abattoirs. C'est ça la leçon. Alors dans ce cas-là, d'un point de vue symbolique, on fait une synthèse. Mais sur quoi je veux insister, c'est que visuellement, ça ne sera jamais possible de faire la synthèse entre ce plan éloigné et ce gros plan, entre ces gens qui courent et cet animal vu en gros plan. Donc, le fait que vous alliez du même au même, donc ça peut être intéressant. Moi je pense que c'est particulièrement intéressant dans le cas de la chaîne, parce que la chaîne est faite pour ça, pour aller du même au même. Et sur les bouteilles ou les pizzas, je suis moins convaincu, parce que bon, il y a une variété immense de pizzas. Hein. Regarde, l'espère. C'était une question par rapport à l'aura du comédien et comment il est sur deux choses. En fait, sur deux choses, c'est-à-dire que en fait, j'ai présenté aussi dans une boîte comme ça. Donc c'est aussi un objet, c'est aussi un corps, c'est important pour moi. C'est que je voulais surtout pas le présenter dans une salle noire d'un coup, parce que toutes les vidéos qu'on présente la plupart des vidéos qui sont présentées dans du noir, et je voulais pas du tout cette chose-là. Je voulais pas cette chose directement être mis dans du noir, effacer tout le reste. Je voulais que ça devienne un objet. C'était la question de la fabrication après de cette boîte. Mais au début, la question c'était sur cette question d'aura du comédien, la différence entre une photographie, parce que de loin on peut l'appréhender comme une photographie, on voit pas que ça bouge vraiment. Et comment en essayant de créer une dialectique justement, et moi j'ai voulu faire l'inverse en fait. J'ai voulu réduire la distance dans le mouvement d'une dialectique. Donc j'ai commencé et j'ai demandé de travailler avec un comédien, et je lui ai demandé de tenir une image au lieu de la tenir le plus longtemps possible, de tenir le sourire du clown. Et pour moi c'était un peu comme réduire le temps d'une dialectique directement. Et parce que la question que posait Bernard à la conférence hier, c'est-à-dire que c'est évident que à la naissance de la photographie, quand on regardait des photographies, on pouvait avoir une distance par rapport à ça. Sauf que maintenant, la distance qu'on a avec les images, elle est réduite. C'est pour ça que ces questions de dialectique, j'avais envie de la poser autrement, j'avais envie de la poser dans notre temps, comment on pouvait l'architecturer maintenant. Donc j'ai utilisé le clown parce que c'est une figure et que c'est plus facile, et que c'est
c'est une figure que tout le monde reconnaît très vite, et que pour interpréter le clown, le comédien, il revêt un masque, et que dans la vidéo, quand je serre comme ça cette temporalité, on voit tomber le masque du clown, c'est-à-dire que d'un coup on voit le comédien apparaître derrière qui essaye de tenir l'image. Enfin, c'est des questions comme ça qui se sont posées autour de ce travail. Je parle rarement de la vidéo. C'était vraiment cette question d'image là qui était là. Même si c'est pas une image dialectique au sens... Ça n'en est pas une. Si on voudrait faire du Benjamin quelqu'un qui a élaboré une chose définitive, c'est en tout cas une image qui est dialectique, je trouve. Moi j'étais très sensible à ça. Il y a une dialectique dans le simple fait que c'est un visage qui lutte contre son masque, au fond. C'est-à-dire, il y a un moment donné, le masque recouvre le visage. Bon, ça va. Et puis, au bout assez vite, on s'aperçoit que le visage lutte derrière. Il ne tient pas le masque, puisque le masque est à même le visage. C'est du maquillage. Donc, on voit cette tension musculaire du visage. Moi, je trouve ça très, très intéressant, parce que du coup, sans que ce soit comme dans le magnifique film de Marc Malbaf, là, le Salam Cinéma, qui est entièrement basé sur rire et pleurer, sans que ça soit rire et pleurer, c'est quand même un chant de lutte. C'est Artaud qui disait ça, que le visage est un chant de combat et un chant de lutte. Là, on le voit vraiment. Et c'est un chant de lutte qui parle de l'affect. Même s'il n'y a pas un affect précis, on sent que l'affect est en jeu, là. Moi j'ai trouvé déjà la vidéo telle qu'on l'a vue. Ensuite, j'ai pas très bien compris techniquement dans l'objet tel que dans l'exposition, le projecteur est dans l'objet. Ouais. Ça D'accord. fait une boîte Et quelle est de la cette taille. dimension du visage? Est-ce que c'est grosso modo un visage à grandeur naturelle? À peu près. À un peu petit près. peu plus gros, forcément. La longueur est ça, non, un peu plus court. D'accord. Un peu plus court que cette table. Et donc Un on le objet voit gros. par terre comme ça. C'est, oui, ça change complètement l'idée de cadre et l'idée de... non, mais je trouve que ça pose des problèmes très intéressants. L'autre référent immédiat est Deleuze, naturellement, parce qu'il y a ces pages de Deleuze sur le visage, dans son livre qui s'appelle L'image-temps, je pense, sur le premier plan. Il parle justement de ces traits qui échappent au visage, d'éthique, de la tension, de la tensivité, de l'intensification. Je pense que c'est intéressant de voir ça par rapport à cet objet.